et j'invite notre ami Mercier à venir me rejoindre pour animer la séance du jour sur les aspects pratiques de l'expertise. Non, viens. Ah bah, Iraj, je vois là. Viens, Iraj. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve dans cette séance spécialisée et sans perdre, toujours pluridisciplinaire. Donc vous allez entendre des chirurgiens experts, vous allez entendre 2 magistrats avec la version plus administrative et puis la version pénale. Et puis à la fin, l'avocat qui nous donnera son avis pour savoir comment on se débrouille quand on est include. Voilà. Donc le premier orateur qui est donc le professeur Henri Coudane qu'on vous présente, qui est orthopédiste donc, et qui va nous donner un aspect très particulier pas vraiment de la responsabilité, mais qui peut le devenir, c'est l'arrêt de procédure en orthopédie. Merci, Henri, tu as la parole. Merci infiniment, messieurs les présidents. Avant toute chose, vis-à-vis de cette séance, le secrétaire général m'a fait parvenir un document qui s'appelle « Le chirurgien face à une procédure juridique », qui est une monographie qui a été coordonnée par Yves Jacob, qui est d'ailleurs un des présentateurs lors de cette séance, et qui a eu la gentillesse d'en faire don, si je puis dire, pour la bibliothèque de l'Académie nationale de chirurgie. Donc je me tourne vers Patrice. Patrice, je te rends, qui est notre conservateur, pour lui donner, et en remerciant bien sûr Yves Jacob. Alors je vais vous parler de l'arrêt de procédure en orthopédie et je vous prie de présenter, je vous présente mes excuses, monsieur le modérateur, ainsi que madame la présidente et ainsi qu'à monsieur le procureur, parce que je vais devoir vous quitter parce que je suis convoqué au ministère de la Santé pour une affaire de médiation nationale cet après-midi. Alors on va parler de l'arrêt de la procédure en orthopédie. C'est un travail qu'on a élaboré avec notre équipe d'accueil et à partir des travaux effectivement d'Orthoris, qui est l'organisme d'accréditation le plus important en matière de spécialité chirurgicale. Alors l'arrêt de procédure, c'est l'arrêt d'une intervention chirurgicale au bloc opératoire après l'incision, et ce n'est pas évidemment ce qu'on appelle le no-go qu'on a déjà présenté ici, qui est défini par l'arrêt de l'acte chirurgical au bloc opératoire, donc avant l'incision. Grosso modo, le no-go, l'avion n'a pas décollé, et l'arrêt de procédure, l'avion a décollé, et malheureusement, de temps en temps, il explose en vol. Alors vis-à-vis de ce no-go, et ça je me tourne vers les collègues qui gèrent les e-mémoires, on avait présenté ce no-go en 2016 et puis ça a été publié en 2018 dans ce qu'on appelle OTSR. Donc vous voyez que les travaux qui sont présentés ici à l'Académie nationale de chirurgie peuvent être publiés dans des revues à haut impact factor. Alors en matière de matériel et méthode, c'est une étude en 2 temps. Premièrement, une étude rétrospective des déclarations des EIAS au sein de l'organisme d'accréditation d'Orthorisque. Et le deuxième point, c'est un sondage qui a été réalisé au sein des 1856 membres de l'organisme de l'OA Orthorisque. Alors c'est une méthode bien sûr rétrospective. Je vous passe les détails des analyses statistiques avec tests de Yates, TUPROF-Kramer, etc., qui nous a permis d'effectuer des comparaisons. Alors les résultats, on va d'abord voir les résultats de l'étude rétrospective des déclarations de IAS. Vous savez que dans le cadre de l'accréditation, pour tous les organismes d'accréditation, il faut déclarer obligatoirement un certain nombre d'événements indésirables et c'est obligatoire pour l'ensemble des organismes d'accréditation. Alors cette déclaration, et c'est une déclaration qui est couverte bien sûr par le secret, et qui est, comment dirais-je, incrémenté au niveau du système, ce qu'on appelle SIAM2, de la Haute Autorité de Santé. Alors il y avait 100 déclarations pour les années 2017-2018, ça couvre une année puisque ça part du 1er avril au 1er avril. Et c'est sur ces 100 déclarations, d'abord la première question, c'est la décision d'arrêt donc de l'intervention chirurgicale, l'incision réalisée a été effectuée 70 fois par le chirurgien. J'ai pas mis les pourcentages parce que sur 100 vous ferez le calcul vous-même. Chirurgien plus penseuse 23 fois, chirurgien anesthésiste penseuse 3 fois, etc.
Voilà, donc dans la majorité des cas, c'est le chirurgien qui prend la décision. Sur ces 100 déclarations donc, qui ont été portées à la connaissance de l'OA Orthorisque, eh bien, il faut savoir qu'en orthopédie, on utilise beaucoup de matériel d'ostéosynthèse et on a l'habitude de temps en temps de se faire prêter le matériel d'ostéosynthèse par les revendeurs, les industriels et tout. Eh bien là, dans le cas particulier, on a montré que le prêt ne supprimait pas le problème de cet arrêt de procédure et statistiquement, à moins de 0,5%, qu'on se fasse un prêt ou qu'on utilise le matériel qui est stocké et qui est contrôlé par le pharmacien, c'est exactement la même chose. Alors sur ces 100 déclarations, quels sont les problèmes qui étaient liés au matériel? Il y en avait donc 76, qui comprend, c'est la majorité des cas. Alors les vis. Alors, il peut paraître curieux qu'un orthopédiste normal puisse se tromper encore dans les têtes de vis, etc. Alors il suffit pour ceux qui bricolent un peu de savoir que même de façon courante, il existe tout un tas de vis. Pour vous faire les détails, mais des vis plutôt que l'on utilise pour le bois, du bois. Alors grosso modo, les vis pour le bois, ce sont des vis à spongieux un peu, et puis les vis pour l'acier, c'est des vis pour l'os cortical. Alors, il y avait des problèmes de compatibilité d'empreintes 27 fois, des vis verrouillées bloquées, des têtes cassées, des empreintes foirées, etc. Alors tout ça va faire peut-être peur à nos collègues magistrats, mais il faut savoir que malheureusement, c'est relativement fréquent. Alors tout ceci a d'ailleurs été prévenu par l'utilisation d'un kit qui a été proposé et validé par Orthorisque, qui aurait résolu ces problèmes dans pratiquement 70% de ces problèmes. Le deuxième, c'est les prothèses. Alors dans les prothèses, là aussi, on a des codes Morse, des guides de coupe, des inserts en polyéthylène, des têtes, des diamètres. Enfin, c'est un mécano tout à fait extraordinaire. Eh bien, de temps en temps, effectivement, on n'a pas l'ensemble de ces pièces à disposition. Et dans 24 fois, l'arrêt de la procédure a été imposé par ces problèmes de matériel au niveau des prothèses. Et enfin, il y avait d'autres causes d'arrêt de cette procédure. Alors, c'est des problèmes de stérilisation, d'emballage perforé, etc., qui imposent l'arrêt de la procédure chirurgicale. Alors, il y a parmi les autres causes plus rares, ça c'est un point qui est important, il n'y a eu que 3 problèmes médicaux, troubles du rythme, arrêt cardiaque lors de la mise en place du ciment. Alors, il y a eu une panne de courant qui a été déclarée, alors non seulement une panne de courant générale, mais aussi du poste de secours, des pannes d'amplificateurs de brillance et dans un cas, un chirurgien a déclaré une inondation brutale de la salle d'opération qui a imposé là aussi l'arrêt de la procédure chirurgicale. Ça paraît anecdotique, mais il faut savoir que tout finalement peut arriver dans un bloc opératoire. Alors, qu'est devenue l'intervention? Donc l'intervention finalement a été interrompue. Il faut savoir qu'elle a été reprogrammée dans 23 cas, qu'elle a été réalisée en 2 temps dans 37% des cas. Alors en 2 temps, ça veut dire qu'une partie de l'intervention a été réalisée. Il a fallu une nouvelle intervention quelques semaines à quelques mois plus tard pour réaliser. Alors c'est comme ça que par exemple, un patient s'est retrouvé avec la queue prothétique, mais pas avec le cotyle. Donc voilà, le temps. Enfin bon, elle a été allongée dans 19 cas et non réalisé dans 9 cas. Alors je vois qu'il y a des sourires, mais je vous assure que ce type d'intervention, ce sont les orthopédistes qui parlent, mais ça peut vous arriver aussi, parce qu'à partir du moment où on utilise des dispositifs médicaux, c'est tout à fait, ça peut entraîner des catastrophes. Donc allongé quand même 19 cas, et on sait très bien qu'à partir du temps d'allongement, le risque par exemple nosocomial augmente tout au moins dans notre spécialité. Vis-à-vis de la checklist, alors la checklist a toujours été effectuée, mais dans 15% des cas imparfaitement. Alors la checklist a été proposée par la HAS, ça fait maintenant 10 ans, puisque ça date de 2010. Imparfaitement, ça veut dire que toutes les cases n'avaient pas été cochées. Il faut savoir qu'à la suite de la publication qui a été présentée ici sur le no-go, cette checklist concernant le matériel a été modifiée par la Haute Autorité de Santé, ce qui prouve a posteriori que les présentations ici à l'Académie de Chirurgie ont l'écoute quand même de l'administration. Comme je l'ai dit, le prêt de matériel ne règle pas le problème de l'arrêt de procédure et les causes médicales restent très rares.
Alors les actions correctives engagées par le chirurgien dans la gestion du matériel, 63%, dans l'organisation globale. Et il faut savoir que le comportement du patient sur ces 100 arrêts de procédure, eh bien dans la majorité des cas, 95% des cas, il garde sa confiance au chirurgien et que dans le cas particulier, dans ces déclarations faites à Orthorisque, il n'y a eu qu'un seul contentieux au civil. Donc vous voyez que c'est très rare et que malgré la gravité putative de cet arrêt de procédure, finalement, les patients eh bien, gardent la confiance au chirurgien. Alors le deuxième point, ça a été complété par un sondage, donc sur un questionnaire qui a été envoyé aux membres de Orthorisque. Sur un peu plus de 1800, il y en a un peu plus de la moitié qui ont répondu, ce qui pour un sondage est tout à fait positif. Et alors, la question était, avez-vous déjà stoppé une procédure en cours de l'incision, en cours après l'incision, c'est-à-dire correspondant à la définition. Il y a quand même près du tiers des chirurgiens interrogés à qui c'est arrivé au moins une fois dans leur activité professionnelle. Donc, ce n'est pas forcément tout à fait anecdotique. La question qui avait été posée aussi, c'était est-ce que vous prévenez dans le cadre du consentement le patient de ce risque? Mais vous y avez quand même un tiers des chirurgiens qui, dans leur notice informative, préviennent les patients de ce risque. C'est-à-dire qu'on est obligé d'arrêter l'intervention pour quelque cause que ce soit. En quelle année s'est produit cet événement? Alors vous avez en abscisse ce qu'on appelle les percentiles en fréquence, et puis vous avez en coordonnées les années en abscisse. Et vous voyez que le maximum d'événements indésirables correspondant à un arrêt de procédure s'est produit effectivement dans les années 2009 à 2014. Et que depuis, ça diminue. Alors, on reviendra dans la discussion sur les causes de cette diminution. La procédure, là, elle est comme dans les déclarations dont j'ai présenté les résultats précédemment. Dans 2 tiers des cas, c'est le chirurgien. Alors les pathologies, on retrouve l'ensemble des prothèses, plus de 50% des cas, c'est pour les raisons que je vous ai expliquées. Les ablations de matériel d'ostéosynthèse, c'est le problème des vis, et puis le reste est un petit peu plus anecdotique. Mais dans la gestion des prothèses, compte tenu des multiples parties des prothèses, eh bien, il y a encore des codes Morse qui n'ont pas la bonne embase, etc. Et donc on ne peut pas mettre en place. Le patient a-t-il été transféré dans une autre unité de soins? Dans 14%, oui, c'était lié essentiellement à des problèmes de complications médicales. Est-ce que la checklist avait été réalisée sans anomalie? Eh bien, oui, dans la majorité des cas, à peu près 3/4 des cas, mais non quand même dans à peu près un petit moins d'1/4 des cas, c'est-à-dire pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a encore des collègues qui ne réalisent pas correctement la checklist. Mesdames et messieurs, on est à l'Académie de chirurgie, je ne peux vous dire que la chose suivante, c'est pas bien du tout. J'espère que je ne vais pas faire peur aux magistrats, mais non. Et elle est pratiquée de façon incomplète dans 8% des cas. Alors le message à passer, il y a une checklist, ça n'a pas de caractère, on va dire, réglementaire obligatoire. C'est pas une loi, c'est pas un décret, mais enfin ça fait partie des bonnes pratiques. Alors, elle a été reprogrammée l'intervention 1 fois sur 2, non 1 fois sur 2. Est-ce que vous avez changé votre protocole d'information? Il y a quand même 1/3 des chirurgiens qui a répondu oui, ce qui est quand même là aussi une excellente chose. L'attitude du patient sur le plan médico-légal, vous voyez qu'il n'y en a eu aucune. Tout à l'heure, c'était 95%, là c'est 91%. Il y a eu une plainte en ordinal, une plainte au pénal, une plainte, alors autrefois, parce que c'est une affaire ancienne qui date de plus de 10 ans, c'était à la DRAS, à la CCI, etc. Alors la conclusion de l'enquête qui a été réalisée, c'est que l'arrêt de procédure, il y a une dizaine d'années, résultait essentiellement d'une complication médicale dans 50% des cas, d'une difficulté en rapport avec le matériel utilisé dans 1/3 des cas et à la découverte opératoire d'une infection dans 16% des cas. Actuellement, en 2019, ces 16%, on ne les retrouve plus. Pourquoi? Parce que les chirurgiens ont compris que dans le cadre de la prévention des infections, etc., ils font très attention et on ne tombe plus sur une hanche dans laquelle on va trouver soit un abcès et qui entraînera un arrêt de la procédure.
Donc il y a 10 ans, l'arrêt de la procédure était lié à des problèmes médicaux, à la découverte d'une infection et à la gestion du matériel. Et actuellement, c'est essentiellement la gestion du matériel. Et la checklist, comme dans le no-go, ne parvient pas actuellement à régler cet événement hautement indésirable, qui est grave mais qui est rare, dont on a estimé la fréquence, non pas l'incidence, mais la fréquence, à moins de 0,05%. Mais c'est effectivement grave pour le patient, parce qu'il faut le réopérer, le reprendre en charge et tout. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que je vous ai fait pas peur. Ne pensez pas que les orthopédistes ne savent pas compter ou ne savent pas calculer les têtes de vis. Merci de votre attention. Grand merci Henri Coudal. Alors, quelques questions dans l'Assemblée. Est-ce qu'il y en a? Oui, une au fond. Est-ce que vous avez une idée de la fréquence de ce problème par rapport au volume d'activité des centres qui pratiquent cette chirurgie? Autrement dit, est-ce que les gros centres ont moins de problèmes de ce type? Alors ça, on l'a fait exclusivement... Pardon, je vais essayer de répondre à votre question. On l'a fait non pas à travers les déclarations qui ont été faites entre 2018 et 2019, mais par rapport au sondage qui a été effectué. La réponse à votre question est clairement non. Qu'on en fasse beaucoup, c'est le risque en pourcentage est vraiment tout petit. Alors, mais il est certain qu'à partir du moment où ça arrive, et ça peut être prévenu de façon simple, comme je vous l'ai expliqué, à partir du moment où on a modifié la checklist, etc., quand on intégrera dans la checklist tout le problème de l'analyse du matériel, par exemple d'ostéosynthèse, il y a un kit pour les ablations de matériel d'ostéosynthèse, ça règle déjà au moins 20% de ces arrêts de procédure. Ok, alors est-ce que quelqu'un a dans l'Assemblée des cas, non pas en orthopédie, mais dans un autre domaine de la chirurgie? Et ça sera la dernière question ou observation. Oui. Est-ce que dans cette liste, il n'y a jamais de défaillance du chirurgien lui-même, du type accident cardiaque, infarctus brutal, etc. Parce que je me souviens que vers 70 ans environ, les BIOS de l'hôpital américain conseillent de ne plus opérer au-delà de 70 ans, un peu comme dans le film « Cette mort sur ordonnance », considérant qu'après 70 ans, on peut mourir en opérant. Est-ce que ce cas a déjà été relevé? Non. Alors, non, ce cas n'a pas été relevé, donc je ne peux pas répondre clairement à votre question. J'en suis désolé, monsieur Lisfranc, mais voilà. Allez, le prochain orateur. Ah non, encore un. Oui, il y a un domaine qui... Attends. Les Américains appellent ça aborted procedure. Aborted procedure, c'était dans le domaine de la transplantation par donneur vivant. La découverte chez un donneur, à ce moment-là, soit d'une lésion, ça nous est arrivé, nous, par exemple, d'une métastase, qui était absolument inconnue, soit d'une lésion, soit d'une impossibilité, où on prend un risque trop important chez le donneur, ou alors à ce moment-là, il y a un risque chez le ressort. Voilà, donc c'est quelque chose qui est connu dans un autre type de domaine. Merci Jacques, ça me rassure parce que je n'aurais pas quitté cette séance en disant qu'il n'y a que les orthopédistes qui font des arrêts de procédure. Merci en tout cas de ta franchise. Allez,